je dirais comme un vrai cœur. On va assister les 2 parties du cœur et on va pouvoir permettre au sang de circuler dans le corps à la bonne vitesse, au bon litrage, à la bonne demande de chaque patient, quoi. Et on a aujourd'hui les statistiques, elles le disent, hein, sur 100 de donneurs, on en a 30 qui disent oui. Où sont les 70, hein, ceux qui nous écoutent là? Vous êtes où? Bienvenue sur Cœur battant, le podcast qui fait battre le cœur de ceux qui vivent, de près ou de loin, avec les pathologies cardiaques. Nous sommes Mylène et Fanny, 2 sœurs unies par une histoire extraordinaire. L'une a soutenu, l'autre a survécu grâce à une greffe du cœur. Dans chaque épisode, nous vous invitons à plonger dans des récits authentiques et émouvants, à rencontrer ceux qui ont traversé des épreuves et ceux qui les accompagnent, le tout éclairé par les avis précieux de professionnels de la santé. Notre mission ? Vous donner les clés pour mieux comprendre, mieux vivre et mieux accompagner les pathologies cardiaques, tout en tissant un lien de confiance entre patients, aidants et soignants. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus résilients. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un nouvel épisode. Installez-vous confortablement. C'est parti! Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sandra dans Cœur battant. Notre rencontre avec elle remonte à environ 1 an et elle s'est faite de manière totalement inattendue. C'était lors d'un ciné-débat organisé dans une petite ville près de chez nous, autour d'un documentaire poignant intitulé « Revivre », réalisé par Karim Dridi. Ce film tourné dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital de la Timone, à Marseille, nous plonge dans le quotidien de 2 familles, celle de Selim, 3 mois, en attente d'une greffe cardiaque, et celle de Luna, 9 mois, qui espérait une greffe de foie. À la fin de la projection, encore bouleversée et essuyant nos larmes, Fanny a pris la parole en tant que patiente greffée cardiaque aux côtés d'une greffée pulmonaire, d'un médecin engagé dans le don d'organes et de Sandra. Ce jour-là, Sandra était venue présenter la société dans laquelle elle travaille, qui joue un rôle crucial, permettre à des enfants comme Selim, partout dans le monde, de gagner du temps, de précieux jours de vie. Dès cet instant, avec Mylène, nous avons su qu'il était essentiel de faire entendre sa voix dans notre podcast. Ce qu'elle fait mérite d'être connue, soutenue et célébrée. Bienvenue à toi, Sandra. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs ? Dis-nous qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et surtout, quel est ton lien avec les pathologies cardiaques ? Bonjour, merci à toutes les 2 de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être là. Donc je m'appelle Sandra Fabin, j'ai 53 ans et je suis Area Sales Manager chez Berlinart. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en fait je suis responsable France, mais pas seulement. Je m'occupe aussi de 3 autres pays en Europe, donc l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Je suis aussi responsable Middle East, donc tous les pays qui sont au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, etc. Et je suis aussi responsable de toute l'Amérique du Sud. Donc ça va du Brésil, l'Argentine, le Paraguay, mais aussi on va ouvrir cette année 2 autres pays qui sont le Pérou et la Colombie. Donc voilà, donc ça c'est les pays pour lesquels je représente Berlinart. En gros, je dois m'assurer que les sociétés, les distributeurs qui sont dans ces pays-là sont des distributeurs qui maîtrisent notre technique, puisque comme on est dans du high-tech, il faut se former, il faut être accrédité Berlinart. Ensuite, il faut aussi que ces distributeurs ils soient en capacité de former eux-mêmes les équipes sur place, parce qu'on ne travaille pas qu'avec des médecins, on travaille avec des anesthésistes aussi. On travaille avec médecins, je veux dire chirurgiens cardiaques, on travaille aussi avec des anesthésistes, on travaille avec des infirmières.
Et voilà, c'est toujours un travail d'équipe qui fait le succès en fait de la thérapie. Et pour nous, c'est important que l'ensemble de toutes les personnes qui sont dans le programme puissent être au top. Et pour ça, ça demande du temps, ça demande des échanges, ça demande du partage, ça demande du temps de formation. Donc voilà, ça, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que on leur donne tout dans ces pays-là pour qu'ils puissent emmener les enfants, les adultes à la greffe cardiaque. Est-ce que tu pourrais du coup, dans un premier temps, nous présenter la société du coup qui est Berlin Heart et pour laquelle tu travailles? Donc Berlin Heart, c'est une société qui a été créée il y a des années en arrière, puisque le professeur Büchel à Berlin, en Allemagne, avait dans son concept imaginé un cœur artificiel qui pourrait prendre le relais chez des patients qui sont en attente de greffe. Puisque, on le sait, dans chaque pays, les temps d'attente sont plus ou moins longs. Donc le temps qu'il crée la toute première prothèse, il y a à peu près plus de 15 ans qui sont passés, puisque le premier patient implanté, il a été presque 15 ans après l'idée. Donc dans les années 90, on a aussi à ce moment-là eu la capacité de créer une machine qui fasse fonctionner ce cœur artificiel. Et cette machine, elle faisait 100 kilos, elle était dans les soins intensifs de chirurgie cardiaque, qui permet en fait de faire fonctionner ces pompes, puisque nous, en fait, on a des pistons qui envoient de l'air sur une membrane, et de l'autre côté de cette membrane, il y a le sang qui est remis en circulation dans le corps humain. Donc cette pompe, elle est à l'extérieur du corps et elle est pulsative, c'est-à-dire qu'en fait, elle va avoir la capacité de pulser à la fréquence cardiaque souhaitée. Donc chez les enfants, c'est plus rapide que chez les adultes. Et donc il faut pouvoir, avoir la bonne taille, parce qu'on va avoir un débit en litres qui va varier aussi. Quand on est grand et quand on est tout petit, on n'a pas besoin de la même fréquence cardiaque ni de la même circulation de sang dans le corps en fait. Donc on a des toutes petites pompes qui commencent à 10 millilitres et on va jusqu'à des très grandes pompes pour les adultes qui vont jusqu'à 80 millilitres. Parfois, le cœur est tellement malade qu'on est obligé d'assister pas seulement à le côté gauche, qui est lui souvent le plus impactant parce que c'est la partie la plus grande, mais on va assister les deux côtés, donc à droite et à gauche. Et en fait, on va devoir mettre deux pompes, une grande pompe sur le côté gauche et une plus petite sur le côté droit. Et ça nous permet alors de faire fonctionner, je dirais comme un vrai cœur. On va assister les deux parties du cœur, et on va pouvoir permettre au sang de circuler dans le corps à la bonne vitesse, au bon litrage, à la bonne demande de chaque patient, quoi. Est-ce que tu peux juste préciser quand tu dis, par exemple, 80 millilitres, ce que ça veut dire exactement pour ceux qui sont vraiment novices et qui nous écoutent? Donc 80 millilitres, c'est en fait alors nous qui sommes des femmes, on cuisine, donc on prend souvent des petits mesureurs, verres mesureurs. Donc vous prenez 80 millilitres et vous regardez ce que vous envoyez 60 fois par minute dans votre corps. Donc c'est exactement ça en fait, c'est-à-dire que le cœur, il a une cavité qui est comme un ballon qui va se remplir de sang, et c'est ce sang-là qui doit circuler dans le corps, et c'est ce volume-là qui fait qu'à chaque fois que vous entendez votre cœur se battre, en fait, il va se compresser pour envoyer le sang dans le corps. Donc c'est assez visible quand on cuisine, on voit exactement ce qu'on met, et ben c'est exactement ce que vous avez besoin. Et je dirais, nous, en tant qu'adultes, on a peut-être besoin, quand on est à 90 battements par minute, ça veut dire que 90 fois par minute, je vais envoyer 80 millilitres dans le corps. Ça permet de savoir, ben voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben en fait, je vais emmener de l'oxygène dans les membres, dans les bouts de mes doigts, mon cerveau, également à mon cœur, parce que le cœur, c'est le premier qui s'irrigue lui-même. Il n'est pas bête, il fait tout de suite ce qu'il faut pour que ça marche bien. Et puis, il faut que ça aille aussi jusqu'à la pointe de mes pieds et puis que ça revienne. Donc, c'est dépendant, je dirais, du poids et de la taille et de l'âge. Donc, en fait, en fonction de ça, on a des ABAC qui ont été calculés et chacun sait exactement à ce moment-là ce qu'on va devoir emmener comme sang dans la circulation. Et tu disais du coup qu'il y avait des besoins différents du coup justement pour ce que tu disais en fonction de l'âge et est-ce que
du coup, pour des enfants, c'est quelque chose de plus technique, plus spécifique, parce que déjà leur corps, je pense qu'il est plus petit. Du coup, pour j'imagine que pour placer une machine, comme tu disais, du coup, les pompes cardiaques que vous placez, elles sont à l'extérieur du corps. Pour les adultes et les enfants ou Oui, alors en fait, c'est effectivement à l'extérieur du corps et donc on va emmener, ce que nous on appelle des canules. Donc en fait, c'est des tubes, creux qui vont rentrer, dans la partie gauche en bas qu'on appelle l'apex du cœur et qui vont, venir amener et récupérer le sang, puisque le sang va sortir du corps, rentrer dans la pompe et remonter dans le corps. Et donc ça c'est un circuit fermé et qu'on vient en fait, c'est simplement qu'on fait un petit pont, puisqu'on va mettre 2 tubulures à 2 endroits différents du corps pour justement permettre à ce sang, au lieu de rester dans le cœur qui ne fonctionne plus, de juste s'éloigner un petit peu et de repomper et de refaire ça à l'extérieur du corps. Donc en fait, oui, on a, je dirais, si on veut voir visuellement, on peut aussi aller sur YouTube. On tape Berlin Heart, donc Berlin comme la ville et Heart comme le cœur en anglais. Et là, vous allez voir plein d'enfants et de familles en fait qui sont aidés quotidiennement par un système de ma société en fait. et je crois que c'est important de le préciser, c'est que la société Berlin Heart, elle est la seule au monde à ce jour, au moment où on parle, où on enregistre l'épisode, à commercialiser, à avoir mis en place une pompe cardiaque qui permette aux enfants de continuer à vivre avec un cœur qui fonctionne quasiment normalement, le temps d'attendre une greffe ou d'attendre que leur cœur puisse éventuellement se remettre. Ou voilà, en tout cas, c'est important de le dire que la société pour laquelle tu travailles aujourd'hui, c'est la seule au monde à pouvoir faire en sorte que des enfants, je précise les enfants parce que les adultes, il y a peut-être d'autres sociétés qui commercialisent des pompes cardiaques pour adultes, mais en tout cas pour les enfants, vous êtes la seule et ça c'est vraiment important de le dire, je trouve. Oui, en fait, aujourd'hui, pour être un peu plus technique, c'est que on a très peu d'enfants où les médecins vont estimer qu'on peut prendre en charge le cœur parce que l'enfant est viable. Donc ça, c'est important de le savoir. Une fois qu'on a fait ce choix-là, et si on est un pays où on a la transplantation cardiaque, parce que ça, c'est aussi pas dans tous les pays du monde, donc si on a la transplantation cardiaque, automatiquement, on aura un programme de ce que nous, on appelle VAD, c'est donc des assistances mécaniques circulatoires. Et ce programme-là va inclure Berlin Heart parce qu'on est les seuls pour les enfants. Donc on est les seuls à prendre les tout petits, donc dès la naissance, jusqu'à l'âge adulte. Chez les adultes, on a d'autres sociétés qui sont, elles, avec des systèmes totalement implantables. C'est-à-dire qu'en fait, la pompe, elle est dans le corps, on la voit même plus. On a juste une petite sacoche avec des batteries et on peut rentrer à domicile. Enfin, voilà, on a une vie plus simple. Le nôtre, il est encore assisté avec un petit support qui fait 15 kilos, donc c'est comme un petit caddie de supermarché que vous emmenez avec vous. Mais au moins, l'enfant peut maintenant marcher, sortir de l'hôpital, se promener, jouer avec les autres enfants. Et on voit des enfants qui sont très vivants et qui attendent la greffe cardiaque dans les meilleures conditions. L'autre chose aussi, c'est que c'est un tout petit marché. On a quand même très peu d'enfants. En France, en moyenne, je dirais, il y a 30 transplantations cardiaques l'année dernière ou en 2022, je crois. Donc la moitié de ces enfants sont sous Berlin Heart à peu près. Donc ça aussi, c'est pas une thérapie où on va faire 1000 patients par an, quoi. C'est tellement spécifique, c'est tellement pointu que c'est vraiment des enfants qui sont choisis et on a un taux de succès qui est possible, quoi. Voilà. Et pour les enfants justement qui ont ce système-là, ils peuvent l'avoir combien de temps? Parce que j'imagine que on peut pas tenir à vie non plus, ou même 5 ans avec une machine comme ça. Alors détrompe-toi. On a des pays comme le Japon où le temps d'attente est à 5 ans quand même. Donc voilà, ça dépendra plus je dirais du programme du don d'organes. Et ça, c'est top qu'on puisse en parler comme ça parce que plus on a le programme de don d'organes qui fonctionne dans un pays, et en fait, moins
les enfants vont attendre d'avoir une greffe cardiaque, hein. Je m'explique. Avant la Covid en France, on était à peu près à maximum 6 mois. Depuis la Covid, on est monté à plus d'1 an en fait. On a des enfants qui attendent plus d'1 an. Alors heureusement, là, à Marseille, très contente, hein, on a eu un patient, c'était 1 an et 1 ou 2-3 jours. Enfin voilà, c'est super. Ce serait mieux si on pouvait descendre à 6 mois de nouveau. Et pour ça, il faut que, le programme de don d'organes soit accepté par la population. Ça veut dire quoi? La loi aujourd'hui, elle dit effectivement que tu es donneur, automatiquement, sans rien faire, mais on ne peut pas empêcher les parents de s'exprimer. Donc, si les parents refusent le don d'organes, eh ben, il y aura pas de don d'organes. Et ça, c'est dommage parce que, on peut l'aborder de différentes manières, soit par sa foi, où on va dire: «OK, moi par la grâce, j'ai eu tout ce que j'ai eu, donc je donne». On peut l'aborder par le côté civique. Je trouve que c'est un geste civique qui est merveilleux quand on peut dire: «Ben, j'aide ma société, celle qui me prend soin de moi depuis que je suis venue au monde dans ce pays et je rends en fait, parce que je suis donneur». Je trouve que, il y a pas plus beau geste civique que celui-ci. Après on peut le faire par obligation, en se disant: «Bah, voilà, c'est juste comme ça». Et je trouve dommage de mettre des freins parce qu'on les comprend pas. En fait, souvent, on met des freins parce qu'on les comprend pas et c'est vrai que c'est difficile d'aborder ce sujet-là quand on est en repas de famille, le dimanche ou le samedi soir avec les copains. «Tu es donneur, toi, au fait, tu en as parlé à ton mari, à tes enfants? Vous donnez, vous?» Souvent, on me dit: «Oh, tu es un peu, bouffe». C'est un peu un sujet qui est pas très oui, mais si on l'aborde pas, au moment où la souffrance va être à son maximum, notre cerveau, souvent, il est pas capable de réagir, sagement, je dirais. Donc, il est important d'en parler, avant et du coup, les conjoints, les enfants peuvent se référer à une discussion qui était saine et équilibrée, une action qui était voulue aussi et ça manque en France aujourd'hui parce que c'est un sujet qui fait peur, on n'a pas envie, enfin voilà, on veut vivre cool ou on a la flemme. Donc je pense que c'est important. C'est important parce que ça peut être ton pote, hein, qui est dans la situation-là ou le fils de ton pote. Ça peut être, voilà, il y a tellement de situations qu'on a vues catastrophiques. Je trouve que le film «Revive» dont on parlait dans l'introduction, il est magnifique parce que là, il aborde une vraie famille, une vraie histoire. Karim en a fait un film d'une beauté et d'un don de soi qui est incroyable. Et on voit les parents aussi, hein, qui vivent, cette tragédie et cette espérance et en se posant toutes ces questions, hein, si j'ai un don, ça veut dire que quelqu'un d'autre va mourir. Si j'ai tu vois? Voilà, toutes ces questions, elles sont posées dans le film, mais elles sont posées avec beaucoup d'amour et c'est un vrai film d'amour et le don d'organes est un don d'amour. Je veux dire, je trouve que c'est important. C'est important vraiment de l'aborder de cette manière-là, quoi. Donc oui, en France, si on veut, que, les 30 enfants aient un cœur, eh ben, il y a pas d'autre solution que d'avoir des donneurs. Et on a aujourd'hui les statistiques, elles le disent, hein, sur 100 de donneurs, on en a 30 qui disent oui. Où sont les 70, hein, ceux qui nous écoutent là? Vous êtes où? Posez-vous ces questions, c'est important parce que tu vas aider ton frère, tu vas aider l'ami de ta sœur, tu vas aider, le fils de l'oncle machin, enfin voilà, et je pense qu'il faut le voir sous cette forme-là pour, désacraliser un peu cette angoisse et le rendre juste abordable au moment où on peut en discuter, simplement, quoi. Je suis totalement d'accord. Je pense que c'est important de parler de ça à un moment tout à fait neutre qui voilà, effectivement et du coup, effectivement, ce moment neutre, c'est souvent des moments où on est plutôt en joie, où plutôt tout se passe bien. Oui. Et c'est vrai que poser cette question, ça met comme un cheveu sur la soupe, mais je pense qu'il est très utile ce cheveu sur la soupe. Donc, osons poser cette question simplement déjà je pense à nos plus proches. Si chacun posait la question à ses frères et sœurs, à ses parents même, et si chacun pouvait transmettre au moins son opinion sur la question, je pense comme tu le dis, quand on est face à une situation dramatique, c'est dans les moments les plus difficiles, là où on doit faire des choix qui sont, voilà, auxquels on n'a peut-être jamais pensé avant, on peut se souvenir d'une discussion qu'on a eue posément avec cette personne-là et de qu'est-ce qu'elle nous a répondu concernant son choix. Et je pense que
prendre une décision en sachant que la personne nous avait donné vraiment son avis, je pense que ça aide déjà à prendre la décision pour cette personne-là qu'on aime, bien sûr, et on a envie de prendre la bonne décision pour elle. Donc voilà. Donc je trouve que si on peut, autour d'une table, lancer le débat, lancer le sujet autour du don d'organes, ça peut faire avancer grandement les choses, en rappelant quand même qu'en France, le don d'organes est très, très, très encadré et que les médecins qui font ce travail-là auprès des patients qui peuvent potentiellement être donneurs d'organes sont plusieurs à prendre des décisions en concertation avant de faire une annonce à une famille. Et je trouve que c'est important de rappeler que le don d'organes en France, il est anonyme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître le nom de la personne à qui on va donner son organe et on ne peut pas non plus connaître le nom de la personne qui nous a donné un organe. Et c'est gratuit. C'est vraiment un don, comme tu disais, un don de soi, un don d'amour qui est inconditionnel. C'est ça. Et je pense que c'est important de le rappeler. Je voulais aussi te demander, du coup, comme tu es référente de la Société Berliner dans plusieurs pays, comment est-ce que dans ton métier tu accompagnes est-ce que tu accompagnes plutôt les personnels soignants à mettre en place un dispositif Berliner ou est-ce que tu accompagnes des familles aussi? Comment est-ce que ton métier s'articule autour de tout ça? Alors, l'un ne va pas sans l'autre parce que bien sûr, on croise les familles à différents moments dans la thérapie, on va dire ça comme ça. Et parfois, on a des familles qui posent des questions, parfois on a des familles qui subissent plutôt la situation et qui n'arrivent pas peut-être à exprimer ce qu'ils ont dans leur cœur ou ce qu'ils voudraient. On a parfois des familles qui voudraient être aidantes. Comment je peux aider Berlinart? Alors, Berlinart a cette incroyable chance d'être soutenu par une famille qui a créé une fondation et qui nous donne chaque année des subventions. Parce que Berlinart, en fait, est toute petite. On est 220 personnes en Allemagne et on est 25 ou 15 aux États-Unis. Donc c'est tout petit par rapport à toutes ces grosses boîtes américaines, Abbott, Medtronic, enfin voilà, toutes celles qu'on connaît. Nous, on est tout petit. Et sur un marché qui est tout petit. Donc en fait, ça demande tellement de développement et de recherche que si on n'avait pas eu cette famille depuis ces 20 dernières années, en fait, voire plus même, on n'existerait plus, en fait. La société n'aurait pas eu la capacité de continuer à exister. Alors, quand on a des familles qu'on croise et qui veulent être aidantes, je dis, aidez vos personnels soignants. Ils ont besoin d'aide aussi, que ce soit des infirmières, des médecins, enfin, voilà, qui passent des heures et des heures à soutenir, à aider. Aidez-les. Enfin, voilà, il y a toujours des petits besoins dans les services. Enfin, il y a plein d'associations aussi qui se sont créées, du coup, pour être aidantes. Petit cœur de beurre, rien de cœur. Enfin, voilà, toutes ces associations que vous citez dans votre podcast aussi. Adopt, enfin voilà, c'est ce que vous faites là, les mamans et les papas souvent le font aussi, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver un moyen de communication pour parler du don d'organes, voilà, mais il y a des fois aussi des thérapies qui ont besoin d'être développées parce que tout ce qui est congénital, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus des sociétés parce que, je veux dire, si on soigne comme nous que 10 ou 15 patients dans l'année en France, ça va pas, voilà, ça l'argent qu'on gagne n'est C'est pas très lucratif, quoi, on va le dire. Le mot, c'est pas du tout... oui, c'est pas là où on va faire des millions à la fin, oui. On va dire que le pourquoi est dans autre chose. C'est pourquoi on le fait, c'est parce qu'on a envie d'aider ces gens-là et on a envie de sauver des vies. Et que chaque vie compte, c'est pas dans le but de faire du profit sur des malades. C'est exactement ça. Ça veut pas dire que c'est dissocié, Je renie pas non plus mon métier, ça s'appelle bien sales manager, donc voilà. Mais j'ai trouvé chez Berlinart une belle société à défendre. Est-ce qu'elle va le rester dans les 20 prochaines années? On n'en sait rien. En tout cas, aujourd'hui, je m'y sens bien et j'ai vraiment envie de participer à ce projet-là. Les familles, elles nous connaissent pas avant qu'on découvre la maladie de l'enfant.
Et quand elles le découvrent, souvent, c'est pas quelque chose qu'elles ont envie de connaître. Donc des fois, ça met un peu de temps, ça met voilà. Après, c'est sûr, quand, on voit les films qu'on a mis, sur YouTube, on voit des familles avec des enfants qui sont très vivants. Parce que quand, ils récupèrent, ils redeviennent des enfants comme tout le monde. Et donc ces familles-là, à ce moment-là, posent beaucoup de questions, quoi. Et ce que je trouve bien aussi, c'est qu'elles veulent être aidantes aussi à leur tour, hein. C'est-à-dire une fois qu'on est à la greffe, une fois qu'on a payé la transplantation, une fois que voilà, ça s'arrête pas là. Parce que, la transplantation cardiaque, elle fait qu'on vit toute sa vie avec, hein. Et on peut pas l'occulter. Tu peux pas dire dans ta tête, on n'est pas des schizophrènes, quoi. On vit avec le corps qu'on a et avec le don d'organes. Et alors, il y en a qui s'investissent moins que d'autres. C'est pas une obligation, hein, non, non, pas du tout. Mais on voit que les familles, souvent, elles sont très touchées. On a aussi des familles qui, pendant un temps, veulent plus rien savoir parce qu'elles ont souffert, ça les a épuisées physiquement. Il faut du temps, il faut qu'elles se reconstruisent, il faut que on voit que il y a de l'espérance, hein. Et cette espérance, on a envie de la vivre sans forcément penser à toute cette période-là, voilà, qu'on a vécue. Et je pense que c'est aussi à respecter. On n'est pas obligé, hein, c'est pas du tout ça. Mais on voit beaucoup de familles qui posent des questions et qui ont envie d'être dans l'équipe, quoi. On va dire ça comme ça. Mhm. Et aussi, on voulait savoir quelles étaient les qualités, selon toi, qu'il faut avoir pour exercer ton métier. Alors, si je regarde l'équipe avec laquelle je suis, puisque en fait, on est que 4 à faire mon métier dans le monde. Ce métier-là, hein, on n'est pas 4 ARA Sales Manager, mais on est 4 chez Berlin Art. Si je regarde mon chef direct, en fait, je trouve qu'on a tous cette grande douceur. Je dirais, on a beaucoup de douceur. Et on a aussi envie, on a beaucoup de relationnel, c'est-à-dire qu'on aime vraiment ce qu'on fait, on a envie de partager, on a envie d'être aidant. Parfois, on cherche des solutions absolues et on agace la société. On nous dit non, alors on rentre par la fenêtre, on dit oui, mais moi j'ai pensé que peut-être, etc. Donc on est aussi des persévérants, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas. Faut aussi beaucoup de capacité d'adaptation parce que quand je vais en Arabie Saoudite, c'est pas la même chose que quand je suis au Paraguay. Il faut accepter le jet lag, hein. Donc il faut une grande résistance, je pense aussi, parce que tu t'épuises vite sinon. Il faut te ressourcer. Je pense qu'il faut avoir une capacité de ressources aussi. Tout le monde ne l'a pas. Et puis il faut aimer les langues étrangères, voilà, donc parler beaucoup de langues étrangères, ça c'est un atout majeur, hein. Et je pense que quand on réunit tout ça, il faut aimer les produits à haute valeur ajoutée, donc très techniques, très dans le médical, on a tout type de produits, mais celui-là en l'occurrence est très technique, hein, donc ça aussi, tout le monde n'a pas envie de se former. Enfin moi 53 ans, j'ai jamais arrêté d'apprendre, quoi, hein. Donc dans la société où j'étais avant, donc ça fait 3 ans que je suis chez Berlin Art, mais dans la société où j'étais avant, on passait même des examens tous les ans, tous les 2 ans, quoi. En anglais, sur les diplômes, sur les études qui sortent, enfin voilà, il faut se tenir très au courant, il faut lire énormément d'études pour comprendre ce qui est bien, ce qui est pas bien, les nouveautés. Typiquement, par exemple, nous, on a des patients qui sont sous circulation aidante avant qu'ils viennent sur l'extracorporel, et ça s'appelle des ECMO, par exemple. Et ben en fait, à quel moment l'ECMO est délétère pour nos patients? Et il y a plein d'études qui sortent, tu vois. Si tu les connais pas, tu peux pas parler avec tes médecins. Donc ça veut dire que non seulement tu es vendeur, mais en plus tu dois te former H24, je dirais, dans les domaines dans lesquels tu es. On a une nouvelle molécule qui est utilisée par exemple pour l'anesthésie de nos patients, qui est la bivalirudine. En 2023, aux États-Unis, les papiers sont sortis. Il y a un énorme avantage de l'utiliser, et aujourd'hui en Europe, on va basculer sur la bivalirudine. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça fait, quel est l'avantage. Si on a moins d'AVC, donc moins, je dirais, on va dire, crise cardiaque du cerveau, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, on a des patients qui sont en bonne santé quand ils arrivent à la greffe. Et ça, c'est des choses où tu ne peux pas t'affranchir de ça. Tu dois te cultiver dans ces spécialités-là. Et tu ne peux pas être juste vendeur, entre guillemets, hein, et vendeur dans le sens positif du terme.
il faut que tu sois aussi à même de pouvoir discuter avec des médecins et de leur amener tout ça parce que, c'est aussi notre rôle de communiquer les informations, quoi. Est-ce que du coup, toi, quand tu es en contact avec les médecins, est-ce que du coup, ils se posent la question de est-ce qu'on pose ou pas, du coup, un Berliner à ce patient-là? Est-ce que tu les aiguilles dans les décisions, on va dire, médicales pour le patient? Alors pas du tout, non, ça c'est vraiment là, c'est vraiment pas mon rôle. Donc là, en France, on va parler de la France puisqu'on est en France, on a, des sociétés savantes, en fait, qui se sont créées et qui définissent, je dirais la ligne à partir de laquelle on ne peut plus greffer et la ligne à partir de laquelle on va aller jusqu'à la greffe. Et c'est très important, de comprendre parce que, souvent on me dit: «Oui, mais moi je suis juste au-dessus et je voudrais aussi cette thérapie». On ne peut pas laisser parler le soi et le cœur. Il faut qu'il y ait à un moment donné, un système qui soit mis en place, qui soit sain pour la société et qui soit équilibré et juste, hein, qui est basé sur des études. Parce que, un médecin ne peut pas prendre une décision avec son cœur sur tout ce qu'il fait parce qu'il n'y arriverait pas, en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour, ceux qui ne sont pas dans la santé. C'est pour ça qu'on a des sociétés savantes. C'est pour ça qu'on a des gens qui se mettent ensemble et qui étudient et qui disent: «Là, il y a un cut-off. Là, il y a un endroit où je sais que je vais utiliser un cœur pour rien». Donc on a un patient qui décède, on a un receveur qui reçoit un cœur qui va décéder, mais en plus, on empêchera un autre enfant qui aurait pu avoir ce cœur de s'en sortir. Donc il y a 3 personnes qui meurent là, hein. Donc je pense que ça, c'est des choses aussi, hein, on ne peut pas en parler si, on est dans l'affect, dans la souffrance et cetera. Et c'est pour ça que cette société savante, elle se réunit en dehors de tout ça et qu'elle réfléchit, qu'elle progresse. Toutes ces lignes bougent en fonction des nouveautés, en fonction de ce qu'on a appris sur ces dernières années et je trouve qu'elles sont là aussi justement pour ça. C'est-à-dire que, elles ne vont pas dire maintenant, admettons, je sais pas, il y a 20 ans en arrière, j'en sais rien, c'est un exemple que je donne, à 50 ans, on arrête tout. Ça aurait pu être ça et avant 18 ans, on fait rien. Hein, ça aurait pu être ça. Mais non, en fait, elles vont à chaque année, chaque fois qu'il y a quelque chose, chaque fois qu'on a découvert, chaque fois qu'on a une nouvelle technique et on progresse, et ben, en fait, ces lignes, elles vont bouger. Et on sait par exemple que, la transplantation cardiaque chez les tout petits, tout petits, il y a des années en arrière, il y a encore 20 ans, on avait un taux d'échec qui était important et aujourd'hui, on a réduit ça. On est, 20-25 ans, 30 ans après, et ben, on a un taux de succès qui touche les 80. Je veux dire, c'est énorme ce qu'on a progressé et ça va dans tous les domaines de la médecine. Donc c'est pareil pour le don d'organes. Tu peux pas, toi, en tant que, société ou toi, en tant que parent, intervenir dans cette décision parce que des fois, on serait jusqu'au boutiste et si on a un tempérament défaitiste, on dira: «Bah non, ça sert à rien, on fait rien, quoi». Hein? Donc ça, c'est vraiment là, pour le coup, en France, on est et les guidelines, elles sont internationales. Donc on a un système qui vient qui collégie l'ensemble des données et ensuite on a notre système à nous en France qui s'adapte à la France, quoi. Voilà. Je voulais savoir du coup, est-ce que quand est-ce que toi, tu rentres du coup dans le circuit? Quand est-ce que toi tu rentres en contact du coup avec les médecins? Alors, on va, c'est simple en fait. C'est, quand cette partie-là, elle est faite, c'est-à-dire les équipes se sont réunies, que ce soit à Marseille, à Bordeaux, Lyon, Necker, Strasbourg, enfin voilà. Quand elles se sont réunies, et qu'elles ont décidé, et ça va vite, hein, parce qu'on n'a pas non plus, à partir de là, en fait, j'ai je dirais le référent qui va me contacter, qui va me dire: «Voilà, j'ai un enfant, il a telle et telle maladie, il pèse tant, il mesure tant, c'est quoi vos ABAC?» hein, pour dire: «Je vais mettre telle prothèse et telle canule», hein. D'accord? Donc en fait, à partir de là, nous on intervient et nous on va dire: «Bah, OK, ben, nous on vous conseille vivement, en fonction de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez et de où vous voulez aller, de prendre telle prothèse, telle pompe et cetera». Quand c'est des tout petits, ben, ils vont grandir vite, hein, donc on met aussi des canules qui sont souvent capables d'accepter des pompes plus grandes. Parce que si dans 2 mois, ben, on a gagné, 10 centimètres et 3 kilogrammes, ben, il faut mettre plus de
sang dans le corps. Donc on va changer la pompe. Donc on va aussi être très bien observateur sur quel âge il a et quelle est sa capacité ou son potentiel de grandir dans les prochains temps pour pouvoir justement aussi nous adapter. Il nous arrive aussi juste, par exemple, quand il y a une grande souffrance, de mettre une plus petite pompe, hein, et puis très vite on va basculer sur une plus grande pompe il a récupéré et qu'aujourd'hui il a vraiment besoin de ça. Donc ça et en France on a cette chance incroyable, c'est que la thérapie, c'est la thérapie en entier. Donc si je dois changer 10 fois de pompe ou des canules, c'est compris dans le budget global pour la pathologie. On n'a pas à négocier, chaque pompe, chaque canule, enfin voilà. Donc on a des équipes qui sont assez libres pour, justement, s'adapter au fur et à mesure et ça c'est bien. Ça permet vraiment de laisser à l'enfant le temps de grandir. Et dans ton métier, j'imagine que c'est un peu comme, pompier, que tu dois être dispo, H24 parce que j'imagine que n'importe où dans la France, on peut t'appeler à n'importe, quelle heure, pour dire, voilà, j'ai un patient tel et tel, âge, tel et tel, poids, enfin, qu'est-ce que je fais là maintenant, tout de suite? Est-ce que du coup, tu es en astreinte aussi comme les pompiers? Alors, on a de la chance, c'est qu'on a une hotline qui est H24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Sur cette hotline, on a plusieurs personnes différentes qui parlent plusieurs langues différentes. Parce que bien sûr, on implante en même temps en Australie que, par exemple, en Amérique du Sud ou en France. Et donc, du coup, il faut qu'on ait ce service-là. Alors, pour ma part, c'est sûr que j'ai pas un métier comme, tu vois, si tu as une 35 voilà, qui sont bien réglés, c'est pas mon cas. Bien sûr, on m'appelle souvent quand il y a une implantation, en sachant quand même qu'en France, on a peut-être, comme je l'ai dit, entre 10 et 15 patients, donc ça va pas non plus être des grands nombres de patients. Mais bon, il faut faire le monde entier, hein, l'Espagne, voilà. Heu, L'avantage, c'est que, j'adapte mon temps de travail, en fait. Ça vaut pour, tous ceux qui font des métiers comme les miens. Si, tu es, dans l'urgence, et que tu fais plus d'heures une journée, bah, tu t'adaptes le lendemain. Enfin, les sociétés comme les miennes, elles sont obligées de permettre à leurs employés de récupérer aussi, tu vois? On a aussi des périodes parfois qui peuvent être super chargées. Enfin, je sais pas, quand, en même temps on a plusieurs enfants, en Espagne, en France et cetera, que tu cumules des heures et tout ça, ben, derrière aussi on s'adapte, quoi, hein. Donc, on reste aussi humain. C'est vrai que, ça fait 30 ans que je suis dans ce genre de métier. Bon, j'ai appris à gérer. Au début, j'étais un peu trop, dedans et puis, en fait, maintenant, je suis capable de voir là où j'ai besoin de récupérer, j'ai besoin de temps. Heu, voilà, je vais prendre des moments de pause dans mes journées, quoi, pour faire autre chose, me ressourcer et récupérer, ouais. Et quand est-ce que tu peux, par exemple, rencontrer la famille, des patients qui bénéficient, du coup de la pompe? Tu les rencontres physiquement? Tu les aperçois? Non? Non, en fait, c'est pas, proactif. C'est plus, si, je vais rendre visite, à l'hôpital de Lyon et au CHU et donc en fait, le médecin avec qui je vais être, il va être dans les soins intensifs et on va croiser la famille. Volontairement, je suis pas proactive. Enfin voilà, je pense que personne ne l'est dans ma société, mais on ne peut pas empêcher ces moments-là et quand les familles ont envie de nous parler, on leur parle, hein. S'il y a des familles qui veulent pas me parler parce qu'elles ont pas envie, on parle pas, quoi. J'ai pas d'action, tu vois? Mon rôle, c'est pas la famille, en fait. Je suis par contre très ouverte et très, je réponds aux questions facilement, enfin, je vais pas les fuir, pas du tout, mais mon rôle, c'est pas ça et je pense que dans les CHU, ils ont aussi des personnes qui sont, formées pour parler aux parents, pour leur répondre, pour faire cette relation-là. Voilà, moi je j'ai pas de voilà, je rencontre des familles, mais c'est plus, sporadique, on va dire ça comme ça. Et est-ce qu'il y a des, on va dire des pourcentages d'échecs dans les pompes? Je ne sais pas si je me suis bien exprimée ou pas, mais dans le sens où est-ce que, la pompe, elle peut maintenir, la la personne en vie ou est-ce qu'il y a des décès
suite à justement, la pompe est là, mais la greffe n'arrive pas assez rapidement? Je dirais non. On n'a pas 100 de réussite, si c'est ça la question. On n'a pas 100 de réussite parce qu'on est humain. Le succès, il y a 100 il y a que Dieu, hein, qui est parfait. L'humain ne l'est pas, la machine ne l'est pas, l'environnement ne l'est pas. Enfin, voilà. Ce qu'on a réussi à faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on a réussi à diminuer ce gap pour augmenter le taux de succès de la thérapie. Et ça, c'est un vrai succès, en fait. Tu pourras pas empêcher une pompe, de dysfonctionner et tu pourras pas empêcher un corps humain d'être trop fatigué et de s'arrêter. Voilà, c'est, comme ça. On va tout faire pour que tout soit bien combiné pour que ça n'arrive jamais et ça, c'est le rôle, des ingénieurs, hein, de continuer à développer et à maintenir des produits de très haute qualité et de très haute performance. Mais comme les médecins vont continuer à se former, à découvrir des nouveaux trucs pour, permettre qu'on ait encore et encore des succès et qu'on réduise le taux d'échec des produits ou le taux d'échec des greffes, tu vois? Tu arriveras pas à du zéro échec. Je pense pas. Malheureusement. Humainement, je pense que non, voilà. Du coup, comme on parle justement des avancées et des nouvelles technologies qui sont, du coup, continuellement en train de se mettre, en place, est-ce que, tu sais s'il y a des projets futurs, notamment chez Berliner, est-ce qu'il y a des avancées scientifiques et technologiques qui sont, qui sont là en train de se mettre à jour dans les prochaines années, prochains mois, années? Je ne sais pas combien de temps ça met, parce que j'imagine que le processus, avant que ce soit commercialisé et implanté sur l'humain est très long. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de recherche. Qui dit beaucoup de recherche dit beaucoup de financement aussi, donc l'un va pas sans l'autre. Là, va pas longtemps. Ouais. Alors, on va parler, d'avancées, technologiques. On a 2 choses qui sont des très gros projets. Alors, le premier, c'est, alors, ce sont les patients qui sont des patients, ce que nous on appelle Fontan. Donc Fontan est un chirurgien, cardiaque qui était à Bordeaux et qui a découvert une technique, pour permettre à des enfants qui naissent avec des malformations cardiaques d'être multi-opérés et de vivre. D'accord? Malheureusement, on a des défaillances de ces patients, de ces cœurs Fontan. Donc, il y a des médecins qui se sont réunis, qui ont réfléchi, en fait, et qui ont eu des idées. Et ils ont prouvé que ça pouvait marcher, d'accord? Donc ils sont venus nous voir en nous disant: «On voudrait une canule bien spécifique pour ces patients-là». En gros, dans le monde, on a 70 000 patients Fontan. Ces patients-là, c'est des patients très spécifiques, hein, très, très spécifiques. Nous, on dit niche dans la niche, c'est-à-dire qu'implanter des pompes, chez les enfants, c'est tout petit, petit. Mais là, ces patients-là, c'est encore plus petit, 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 d'accord? Donc en fait, chez ces patients-là qui ont une défaillance de leur Fontan, est-ce qu'on peut trouver une thérapie plutôt que d'aller à la mort, en fait? Et on est là-dedans. C'est-à-dire qu'on a fait les premiers patients, on a implanté un peu plus de 10 patients maintenant avec ces nouvelles canules. Et on a un grand espoir qu'on a fait une découverte, en fait. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui avec on avance avec beaucoup de parcimonie parce que quand on implante un enfant, on prend un risque, hein, et ce risque-là, il doit être calculé. Un adulte aussi, mais comme on parle des enfants, là je parle des enfants. Et on ne veut pas se planter. Et malheureusement, il y aura des décès, comme toute nouvelle découverte. Tu ne peux pas l'empêcher, ça non plus. Mais ce sont des patients qui sont sortis de liste de greffe, hein. Donc toi qui as fait, Fanny, le processus, hein, donc à un moment donné, les médecins se posent la question: est-ce qu'on peut faire une greffe? Si tous les facteurs sont positifs, on va sur une liste de greffe, on attend une greffe. Et malheureusement, il arrive qu'on doit sortir de liste de greffe pour 2 raisons. Soit on a récupéré, soit on est devenu tellement malade qu'on ne pourra pas aller à la greffe parce que la greffe n'aura aucun succès. Et donc, nous, on va intervenir à ce moment-là. C'est-à-dire, là, les patients, les enfants sortent de cette liste de greffe et on va leur donner une chance de revenir sur cette liste de greffe, hein, puisque nous, on n'est que sur des périodes d'attente, soit de récupération, soit de transplantation cardiaque. Donc on va prendre en charge ces enfants-là avec des équipes médicales et on va leur permettre de revenir sur liste de greffe. Donc on a vraiment beaucoup d'espoir qu'on va pouvoir donner une option
qui n'existait pas aujourd'hui. Donc c'est une étude qui est en cours. J'ai eu la chance, j'ai pu faire participer les centres français, les centres espagnols, donc qui travaillent avec des Allemands, avec des Suisses, pour justement essayer de valider la thérapie, puisque c'est pas juste comme ça, c'est une idée, mais après il faut la valider, il faut que les sociétés savantes la valident, il faut que le produit montre que ça fonctionne, enfin voilà. Donc c'est tout ça qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Et justement, comment est-ce qu'on peut soutenir ce projet et même l'entreprise Berliner? Alors ça, je sais pas. Soutenir ce projet, je ne sais pas. Alors là, je me suis même pas posé la question parce que la canule, elle existe maintenant. On vient de sortir la semaine dernière la plus petite pour les plus petits enfants. Et je ne sais pas. Je pense que informer peut-être les fontants, donc ces patients qui sont multi-opérés, il existe des associations, mais les informer qu'il y a une thérapie qui existe. Je sais que ça, c'est quelque chose qui est aidant parce que souvent, même le milieu médical, enfin quand on est dans la recherche, tout le monde ne sait pas tout parce que c'est un tout petit nombre de médecins qui sont concernés. Donc voilà, ça peut être un moyen d'informer aussi, de dire que ça existe. Et est-ce que la société Berliner, du coup, tu disais qu'elle vit encore aujourd'hui grâce à des financements privés de certaines familles, c'est ça? Un donneur, oui. Est-ce que elle fait appel aussi à des dons extérieurs ou est-ce que... Alors aujourd'hui, en fait, on fonctionne aussi avec les fonds européens. Comme on produit tout en Europe, 95 ou 98%, c'est tout en Allemagne avec la main-d'œuvre en Allemagne. Enfin voilà, on n'a rien exporté. On n'a pas souhaité mettre une entreprise en Malaisie ou autre pour ne pas perdre cette philosophie d'entreprise qui est de dire on veut que ce soit européen, on aime le fait qu'on ait des employés, même si on les paye plus cher. Voilà, il faut le savoir, quand on produit en Allemagne, on paye ça beaucoup plus cher que si on le délocalise. Mais en même temps, on a un outil qui est très facile d'accès puisque tout est sur Berlin même. Les fonds européens sont là aussi pour soutenir des entreprises comme les nôtres à se développer et à continuer à faire de la recherche. Donc là aussi, c'est un énorme avantage, l'Europe, pour ça. Là aussi, c'est de la communication. C'est pourquoi fermer toutes ces frontières, mais qu'est-ce qu'on va perdre si on n'est plus dans l'Europe? Voilà, et je pense que ça, c'est important aussi de comprendre l'impact de l'Europe sur des domaines aussi pointus que les nôtres, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est super important d'en parler, effectivement. On voulait aussi savoir, du coup, quel était le message ou les valeurs que tu souhaites partager à travers ton témoignage aujourd'hui. On en a parlé, je crois, tout au début du podcast. Je pense, oui, que une société dans le monde dans lequel on est aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 20 ans ou 30 ans en arrière où on obéissait. Aujourd'hui, on a perdu ça pour quelque chose peut-être de plus grand qui est justement la relation. On le voit, on a énormément d'outils de communication, on a envie de relations, on a envie de quelque chose d'autre qui n'existe certainement pas encore abouti comme ça l'était il y a 50 ans. Avant, il y a 50 ans, c'était l'instituteur, le médecin et le curé qui avaient la vérité absolue. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, c'est quoi cette société de demain là qu'on est en train de découvrir? Je pense que dans la relation, ça fait partie. Le civisme en fait partie, le don de soi en fait partie, quoi. Vos croyances en fait partie. Enfin, je veux dire, ceux qui ont des convictions profondes ont aussi envie d'être des donneurs, quoi. Et ça passe par du relationnel, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on obéissait. Aujourd'hui, on doit se mettre autour d'une table, discuter et comprendre. Et le podcast, là, il est super parce qu'en fait, c'est exactement ça. Et je pense qu'on est en train de recréer une société différente et qu'on a un pouvoir quand on peut communiquer et quand on peut communiquer quelque chose qui est plus grand que soi, quoi. Et je trouve que c'est important. Pour moi, vraiment, alors, c'est des questions que je me posais pas du tout quand j'avais 20 ans, peut-être moins à 30, mais en tout cas que je me pose beaucoup aujourd'hui.
Moi, j'ai plus envie d'une entreprise qui me pressurise comme un citron et qui m'appelle numéro 400 300. Enfin, j'exagère volontairement. J'ai envie d'une entreprise dans laquelle je peux communiquer, dans laquelle, je peux, apporter quelque chose, tu vois? Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, peut-être, qu'on peut partager aujourd'hui. C'est, communiquer vos valeurs et vivez-les, hein. C'est pas juste des mots, vivez-les. Comment vous les vivez? Ben, agissez. Et comment on agit? Ben, on donne, quoi. Voilà, donc ça, je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Sandra? De la persévérance. Oh, toujours des bonnes relations aussi. J'aime découvrir les équipes, quand je vais dans les hôpitaux, j'aime ça. J'aime ce qu'on fait là aujourd'hui parce qu'on communique. J'aime aussi, participer à la construction de ce monde de demain parce que, quand je vois, les receveurs, toi, Fanny, il y a autre chose, hein. Quelque chose s'est passé, hein. La famille aussi, elle est plus la même, hein. Et comment on peut utiliser ça dans le monde de demain? Il y a d'autres choses. Moi, je vois, autour de moi des tas d'enfants, différents. Je veux utiliser le terme «différent» et ces enfants différents gênent, voilà, parce qu'ils sont plus perturbateurs que les autres. Parfois, ils ont des cerveaux qui vont tellement vite qu'ils gênent et ils ont une capacité d'adaptation à la société dans laquelle qui est très difficile. Mais je pense réellement que ces enfants-là, ils vont nous amener quelque chose de différent. Et, et si on leur laisse la possibilité de s'exprimer, je pense qu'on va avoir une population qui va être changeante et un monde qui va être différent. Alors c'est peut-être hyper optimiste ou peut-être un peu trop grand, mais si on voit pas grand, on peut pas agir petit. Le fait de voir grand nous donne une ligne conductrice sur le quotidien. Je pense que ça, c'est important aussi. Et si je fais un peu de politique à mon niveau, si je me suis engagée dans ma mairie, par exemple, dans ma Comcom, c'est aussi parce que je crois réellement qu'on a un impact, qui est pas juste le pouvoir, parce que celui-là, je le rêve pas. Je veux le vivre si c'est possible, hein, mais je le rêve pas dans la manière dont le vivaient les hommes politiques ou les femmes politiques il y a quelques années en arrière. C'est pas une critique, c'est un constat, hein. Le monde change et on doit s'adapter à ce monde qui change, hein. Et si on s'adapte pas, de toute façon, ceux qui ont changé, ils vont nous renverser. Donc je pense que c'est important d'en avoir la conviction. Mais vraiment, les greffés sont différents. Il y a un beau film qui a été fait par l'hôpital de Montpellier, par Monsieur Battistella, qui est, je crois, disponible aussi, et qui justement filme des greffés cardiaques, puisque en l'occurrence, c'était des cardiaques. Et on voit ce qu'ils font aujourd'hui. Non mais je suis impressionnée, quoi. Ils se donnent des challenges que certainement, si ça ne t'était pas arrivé dans ta vie, tu ne les réaliserais pas. Parce que tu en as une crainte, une phobie, tu penses que tu n'y arriveras jamais. Je trouve que nos greffés ont des frontières qui se sont abattues. Et ça, c'est beau, parce que ça permet aussi de réaliser des choses, quoi. Et c'est pas parce qu'on est greffé qu'on est diminué. Parfois, on est greffé, on est multiplié. Je sais pas comment dire ça comme ça, mais c'est... Et voilà, et ça ne s'explique pas. Je dis pas qu'il faut le vivre systématiquement comme ça, mais ça ne s'explique pas quand c'est là, quoi. Et je pense que ça, c'est beau aussi. Je trouve que les médecins peuvent se réjouir et ma société aussi, d'y participer. Et comment on va transformer ce succès en multi-succès, parce qu'on veut faire des multiplications, ben il faut leur laisser la parole, il faut leur donner les moyens d'eux, il faut faire ce que vous faites là, il faut continuer à communiquer, à aider, à participer. Oui, je crois que c'est pas pour rien qu'on en est là aujourd'hui aussi. Je pense que ça nous a bien aidés aussi dans la démarche. Est-ce que tu as des projets que tu aimerais bien nous partager, à notre micro? Enfin, des envies, des... Ah, des projets. Alors, on a un projet qui va se réaliser l'année prochaine, puisque je suis invitée au Sénat pour présenter le film Revivre, hein, que vous avez vu toutes les deux. Le projet, ce serait qu'une chaîne de télévision accepte le film, hein, TF1, Antenne 2, FR3, Arte, enfin, elles sont si nombreuses, C8, enfin voilà, mais utilisez ce film et donnez-nous la place à ce ciné-débat. N'ayez pas peur, hein, des jeunes qui vivent ces situations-là. Ils ont envie aussi de partager ce qu'ils vivent de beau. Et le film, il est beau, il est rempli de belles choses.
Voilà, donc j'aimerais beaucoup, ouais, ça c'est un des projets que pour l'instant on n'a pas vu aboutir l'année dernière avec Karim et son épouse. On a vraiment essayé de Tokyo Port. On va continuer cette année. Donc on lâche pas. Ça c'est le premier projet. Le deuxième projet, ce serait de faire travailler ensemble les équipes. Donc je voudrais réunir tout le monde pour faire un échange d'expertise. Et ça, c'est beau aussi parce que ça permet à tout le monde de grandir en compétences, d'échanger, de combattre les peurs. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi des projets que j'ai pour le début d'année 2025. Et puis après, ce qui serait beau, c'est qu'on ait plus de dons d'organes. Donc ça aussi, c'est un beau projet que vous partagez. Tout à fait. C'est ce qu'on va essayer de faire aussi à notre échelle. En tout cas, un infini grand merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir témoigné à ce podcast parce que c'était vraiment très intéressant. Ah, super, je suis contente alors. Objectif atteint. Clairement, c'était vraiment super. Merci. Donc, si ça peut faire bouger ne serait-ce que même une possibilité de don d'organes parmi tous les auditeurs qui nous ont écoutés, ça sera déjà une belle victoire. Ah, top. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Bonne continuation. Vous deux aussi, bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Ce que fait Sandra avec Berlinert, c'est bien plus que de la technologie. C'est offrir une chance à des enfants, à des familles qui luttent dans l'attente interminable d'un cœur. À travers cet épisode, nous avons voulu mettre en lumière l'importance du don d'organes, le rôle des cœurs artificiels et la réalité de la transplantation cardiaque aujourd'hui. On espère que ces échanges vous ont apporté des clés pour en parler autour de vous, pour mieux comprendre et peut-être pour vous engager à votre manière. Un immense merci à Sandra pour son témoignage et à vous pour votre écoute. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Cœur battant.